On reprend. Bon, voilà. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, c'est notre dernière séance, sur la relation internationale, les relations internationales et environnement des entreprises. On dit dernière séance, c'est dernière séance pour l'année et aussi c'est notre dernière séance sur la plateforme Paracas School et après, l'équipe va partir en vacances. Moi, je n'aurai pas de vacances parce que j'ai des cours jusqu'au 20 décembre. J'ai des cours et c'est très chargé pour moi, bon, dans mon activité professionnelle. Voilà, c'était un réel plaisir pour nous de passer du temps ensemble pendant environ 7 séances. Ça fait environ 7 séances. On a discuté sur la négociation, sur la relation internationale, sur l'environnement des entreprises. Aujourd'hui, c'est la séance de clôture. Voilà. Et vous qui êtes connectés, essayez d'être attentifs, hein, posez des questions dans le chat si vous voulez, mais à la fin, vous aurez l'occasion pour poser vos questions aussi. Vous pouvez lever la main à la fin pour poser vos questions. N'hésitez pas à noter vos questions, les questions que vous avez à poser et n'hésitez pas à poser ces questions aussi parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de dotation factorielle et aussi on va commencer à aborder un petit peu l'étude de marché sans rentrer dans les détails. Aborder, c'est, on va beaucoup plus orienter notre réflexion vers les zones économiques. On a déjà parlé au cours du premier cours au cours de la première séance, mais aujourd'hui, on va terminer avec les dotations factorielles et après, on va rentrer d'emblée dans tout ce qui concerne les zones économiques. Hein. On va parler des zones économiques où les stratégies se déroulent, où les stratégies se manipulent de plus en plus. Dotation factorielle. C'est quoi la dotation factorielle? Parce que si vous voulez faire du business, quel que soit ce que vous voulez faire dans le domaine du business, il faut être en contact avec les zones où il existe des produits ou bien des matières premières. Quand on parle des dotation factorielle, on parle des ressources qu'un pays dispose, une zone dispose, une région dispose, une commune dispose. Voilà, c'est ça la dotation factorielle ou les dotations factorielles. C'est l'ensemble des ressources. Parmi les ressources, on peut mentionner les ressources vivantes, les ressources dormantes aussi. Les ressources dormantes, ce sont les ressources qui ne sont pas exploitées. Les ressources vivantes, hein, c'est notamment les ressources humaines, qui sont des ressources vivantes. C'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, par définition, c'est un thème technique. Les dotations factorielles ont été travaillées ou présentées et modélisées par Ekscher-Ollin. Ekscher-Ollin qui a utilisé les travaux de Adam Smith. On avait parlé dans cette formation. Adam Smith qui est le père de l'économie et Adam Smith, c'est le père de l'économie. Et à partir des travaux d'Adam Smith, il y a eu David Ricardo qui a fait évoluer les travaux de Adam Smith pour pouvoir présenter la théorie du commerce international. En quelque sorte, le père du libre-échange, c'est David Ricardo. Et Adam Smith avait basé ses réflexions sur l'avantage absolu dont dispose un pays, mais David Ricardo, lui, il a il a fait progresser et évoluer les concepts d'Adam Smith, à savoir de passer d'avantage absolu à un avantage comparatif. L'avantage comparatif, c'est de comparer deux pays pour voir dans quel domaine un pays est spécialisé pour pouvoir commercer ensemble. Et Ekscher-Ollin est encore plus loin, lui, il pose pas mal de questions pour dire ça peut arriver que deux pays possèdent les mêmes avantages, arrivent à commercer ensemble, ou bien deux pays qui ne disposent aucun avantage arrivent à échanger ensemble. C'est ça qu'on va essayer de voir dans la théorie des dotations factorielles. Voilà, on dit chaque pays dispose un certain nombre de facteurs qu'on appelle dotations factorielles. Et ces dotations factorielles peuvent être de quantité ou de qualité. Là, on prend l'exemple et ces dotations factorielles qui sont des facteurs de production. Parmi ces facteurs de production,
on a la terre. La terre, c'est un élément essentiel, c'est une ressource naturelle. Et le travail, capital travail, quand on parle du travail, on voit la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, des personnes qualifiées pour travailler, même des personnes qui ne sont pas qualifiées. Mais quand on a une forte population, surtout une population active, on possède une force exceptionnelle. Ça fait partie des dotations factorielles. Le capital, quand on parle du capital, parfois on interprète ça de manière, bon, pas péjorative, mais plutôt, euh, je ne vais pas dire ignorante, mais certains économistes, quand on parle de capital, pensent notamment à l'argent. Non, non, il n'y a pas que l'argent. Quand on parle de capital, euh, il y a l'argent aussi, mais il y a la technologie, il y a les savoir-faire. La technologie, les technologies, en quelque sorte, les savoir-faire, les personnes qui sont compétents, les ingénieurs, surtout des ingénieurs, des personnes spécialisées dans des domaines pointus qui demandent beaucoup d'années de formation et d'expérience derrière. Là, quand on parle du capital, on voit à la fois capital et matériel et capital immatériel. Là, on va voir quelques exemples. Voilà. Et parfois, les technologies, ce n'est pas seulement la technologie, les technologies, l'ensemble des technologies. De nos jours, quand on parle de la technologie, les gens pensent toujours au numérique. Non, il n'y a pas que ça comme technologie. Numérique, c'est l'apogée des évolutions technologiques, mais il y a énormément de technologies. Voilà. On dit que ces dotations factorielles influencent sur la spécialisation des pays. La dotation factorielle influence sur la spécialisation d'un pays. Alors, on va voir un pays qui possède des ressources pétrolifères, comme le pétrole, par exemple. On va voir que ces pays-là vont se spécialiser dans l'exploitation des- 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 du pétrole, en quelque sorte. Oui, c'est simple. Un pays qui est spécialisé dans la fabrication, c'est un terme un peu technique, fabrication des ingénieurs. On prend un pays comme l'Inde qui exporte ses ingénieurs, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les grandes boîtes, les grosses entreprises, on trouve toujours des ingénieurs indiens. Ils sont derrière parce qu'ils ont beaucoup investi dans l'éducation, notamment la formation des mathématiciens. C'est vrai, bon, quand on regarde ce qui se passe, surtout dans les médias, à la télé, on présente l'Inde comme un pays pauvre. Voilà, un pays pauvre, mais c'est un pays en développement, bien un pays émergent, pas un développement, plutôt un pays émergent qui n'est pas tout à fait émergé parce qu'il y a pas mal de disparités dans ce pays-là. Mais par contre, malgré l'Inde a connu pas mal de mauvais moments, surtout moments de souffrance alimentaire, problèmes alimentaires, la faim, l'Inde investit beaucoup dans la formation des compétences. Et d'ailleurs, les meilleurs mathématiciens sont actuels, hein, sont des Indiens. Et bon, il y a aussi les Russes, hein, sans oublier les Russes. Hein. Mais bon, on dit actuellement, les meilleurs mathématiciens qui travaillent aux États-Unis, il faut bien préciser, qui travaillent aux États-Unis, ce sont des Indiens. Mais en Europe, hein, les meilleurs mathématiciens, ce sont des Russes. Voilà. OK, on avance. Et autre chose, oui, ça permet d'expliquer aussi pourquoi deux pays ou bien plusieurs pays arrivent à échanger entre eux. Pourquoi plusieurs pays arrivent à échanger entre eux. C'est sur la base de l'avantage comparatif. C'est la base même de l'avantage comparatif. Il ne faut pas oublier que l'avantage comparatif a été développé par David Ricardo, mais Escher Olin a fait évoluer la réflexion sur l'avantage comparatif ou les avantages comparatifs pour pouvoir modéliser et proposer des modèles qui facilitent les échanges entre les pays. Voilà. Alors, et chaque pays est spécialisé dans un domaine ou bien on possède un certain nombre de ressources. Alors, les types de dotations factorielles, il y en a plusieurs, parmi lesquels on a la terre. C'est une ressource naturelle. Et dans la terre, il se trouve également les minerais. Les minerais, soit du pétrole, soit des métaux rares, ou bien des métaux. Et les grandes entreprises utilisent pour pouvoir fabriquer des objets du quotidien ou bien des objets sophistiqués. Et après, il y a le travail. Le travail, quand on parle du travail, on voit la main-d'œuvre. La main-d'œuvre soit qualifiée ou non.
dépendamment du pays. Il y a, quand on parle de main-d'œuvre qualifiée, main-d'œuvre qui ont au moins un niveau de Bac plus 5. Bac plus 5, main-d'œuvre qualifiée, dépendamment du pays. Et ça peut arriver des main-d'œuvre de niveau Bac plus 3, et ça commence à partir de Bac plus 3, ce qu'on appelle la licence, mais derrière, il faut qu'il y ait au moins des stages, des expériences. Là, on commence à avoir des main-d'œuvre qualifiées. C'est pas seulement la personne a passé ses années d'études à avoir sa licence sans aucune expérience, sans aucun stage, ça ne sert presque à rien parce que ce n'est pas une compétence recherchée. Voilà, c'est ça. Les diplômes, ça donne, c'est un premier palier et après, ce sont les expériences qui comptent. Et puis, ça peut être le capital. Quand on parle de capital, on voit tout ce qui concerne les infrastructures énergétiques, infrastructures technologiques, les technologies. Quand on parle des infrastructures, on voit les infrastructures purement matériels tels que les locaux, les bâtiments, les hôtels ou bien les hôtels d'une part, et aussi l'immobilier pour héberger les salariés. Tout ça, ça compte. Hein. On parle de capital, on voit tout. Par exemple, s'il y a des experts qui vont dans un pays pour pouvoir étudier une zone pour l'implantation d'une zone économique quelconque, il faut qu'il y ait au moins des hôtels, il faut qu'il y ait de la restauration. Et ces restaurants doivent être aux normes. Vous voyez, ces hôtels doivent être aux normes. Vous voyez, c'est tout ce qu'on parle quand on parle du capital. On voit, c'est un tout. Et les machines outils, hein, tout ça font partie du capital. Il y a aussi des ressources hein, par rapport au type de dotation factorielle. Il y a des ressources qui sont spécifiques à certains pays. Par exemple, on prend le cas du Canada. Le Canada, c'est un espace hein, très vaste. Seulement le Canada, on va prendre l'exemple, hein, le Canada, le Brésil, la Russie, ce sont des espaces qui sont très vastes, très, très vastes. L'Afrique du Sud, l'Australie. Hein. Bon, là, on ne va pas tout citer, l'Inde également. On ne va pas tout citer, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et ce sont des espaces très vastes. Et la dotation factorielle que le Canada va mettre en présence, déjà, c'est déjà la terre. La terre que le Canada va utiliser pour produire du blé. Un pays comme le Japon, le capital, la dotation factorielle que le Japon va mettre en avant, c'est le capital technologique. Le capital technologique qui permet au Japon de produire euh, et, des voitures aussi de l'électronique. Quand on parle d'électronique, on voit l'électronique au sens large. Matériel électroménager, radio, poste de radio, appareil de télé, les néons, LED, etc. Les téléphones portables, etc., etc. Les voitures électriques également. Pour faciliter les échanges, le Canada va pouvoir exporter du blé vers le Japon et en contrepartie, le Japon va exporter des produits électroniques, des voitures au Canada. C'est ça. C'est du gagnant-gagnant. D'accord? C'est ça. Si on prend le cas de la Russie, ce serait presque pareil. La Russie va exporter du blé vers le Japon et en retour, le Japon va exporter de l'électronique vers la Russie. Bon, ça c'était avant. Comme on avait déjà parlé à la dernière séance, il y a un problème qu'on appelle, et pas un problème, il y a une stratégie qui les grands pays ou bien les pays se développent de plus en plus ce qu'on appelle le French shoring. Le French shoring, c'est échange entre les pays amis. Échange entre les pays amis. Mais depuis la guerre en Ukraine, on voit ce concept a encore plus de sens. On voit que des pays avec les sanctions contre la Russie, le French shoring se développe de plus en plus. Le French shoring cherche à outrepasser les accords de libre-échange qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, ça c'est l'exemple de ces deux pays-là. On peut prendre d'autres exemples. Hein, et ça, c'est très intéressant. Toujours concernant les types de dotations factorielles, on va voir un travail abondant. Les pays qui possèdent une richesse hein, en force de travail. Quand on parle de force de travail, on parle de la main-d'œuvre.
Et on dit, parfois, cette main-d'œuvre est peu qualifiée. Des pays qui possèdent de la force de travail abondante. Là, on a plusieurs exemples comme l'Éthiopie, le Vietnam et Bangladesh. Et ces trois pays-là possèdent des forces de travail exceptionnelles. Euh, Vietnam, pourquoi Vietnam? Parce que son économie, c'est une économie en transition. En quelque sorte, ils disent c'est du communisme, mais c'est un pays qui cherche à avoir de l'amitié avec beaucoup de pays, hein, dont les États-Unis, les pays européens, les pays, pas européens, plutôt les pays de l'Union européenne. C'est là que on n'entend pas tellement parler du Vietnam. Mais le coût de la vie est totalement moins cher par comparaison à d'autres pays. C'est pour cela la force du travail, la main-d'œuvre hein, est moins chère. Est moins chère. L'Éthiopie, on sait que c'est le seul pays de l'Afrique qui n'a pas été colonisé, qui se trouve dans les cônes de l'Afrique. L'Éthiopie, c'est un pays aussi qui possède une population euh, est très élevé, hein, ce pays-là. C'est un pays, en termes de force de travail, c'est très demandé. C'est que dans le passé, hein, quand on regardait les informations, hein, surtout à la télé, ils nous présentaient que l'Éthiopie comme l'un des pays les plus pauvres où la famine ravage des gens. Bon, voilà, c'est un peu de la méchanceté, mais il faut savoir que c'est partout qu'il y a le problème de la pauvreté. Et maintenant, si vous regardez les informations, il y a un cyclone qui vient de ravager Mayotte. Mayotte, c'est un département français, département d'outre-mer. Quand on voit les images qui passent sur les écrans, surtout sur les réseaux sociaux, là, on peut comparer à n'importe quel pays. Ça me rappelle de 2016, quand Mathieu avait ravagé Haïti et comment les médias avaient traité ça. Et là, si on suppose ces mêmes images, on voit que c'est la même réalité. C'est la même réalité. Voilà. OK. Revenons, on prend le cas de l'Éthiopie et Bangladesh. Bangladesh, en tout ce qui concerne les vêtements, peut-être les vêtements que j'ai sur moi, les vêtements que vous avez sur vous, peut-être ça vient de Bangladesh. C'est Bangladesh, c'est très avancé. On voit ce qui est un peu curieux, on voit les grandes marques de luxe à l'international, surtout les grandes marques françaises, font fabriquer leurs produits pour une bouchée de pain au Bangladesh. C'est presque gratuit. C'est presque gratuit. Et après, ils vont faire des profits énormes sur le dos de ces gens-là. On considère parfois, on les appelle souvent des pauvres. Voilà. Mais Bangladesh, c'est spécialisé dans la fabrication des vêtements, dans le textile. Par exemple, les masques chirurgicaux que vous utilisez contre coronavirus, ces masques-là sont en majorité fabriqués à Bangladesh. Voilà, Bangladesh, c'est les spécialistes, en quelque sorte. Parce que, pourquoi? Pour fabriquer du textile, ça ne demande pas beaucoup d'investissement, c'est seulement des machines. Et après, les gens ne demandent pas une formation énorme pour les gens. En quelques jours d'explication, et ça y est, la personne est apte à travailler sur les machines. Et sans oublier ce qu'on appelle la spécialisation. Quelqu'un qui est spécialisé seulement dans la braguette d'une pantalon, fait que la braguette. D'autres personnes, c'est la ceinture, c'est seulement la ceinture. D'autres personnes, c'est la roulette des pieds, c'est seulement la roulette. C'est que ça, c'est la spécialisation. Et ça permet d'aller plus vite. Là, on l'avait déjà expliqué à la 10e séance, hein, la spécialisation est bien, qui a été bien défendue par Adam Smith. Voilà, c'est ça. C'est pareil pour l'Éthiopie hein, de nos jours. Hein. L'Éthiopie, c'est un grand marché et surtout, l'Éthiopie vient faire partie du BRICS, BRICS Plus, hein, et l'Éthiopie va être un pays vraiment émergent où l'économie mondiale va s'orienter aussi. Voilà. L'Éthiopie, si on revient sur l'Éthiopie est beaucoup plus spécialisée dans les textiles et l'assemblage électronique. C'est deux domaines particuliers. Quand on parle de textile, assemblage, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des grandes usines. Les grandes usines qu'on met, il y a la sous-traitance, les factories, les gens qui travaillent dans les factories. Oui, c'est ça. Alors, capital abondant, c'est généralement des pays riches, et ces pays riches sont riches en matière d'infrastructure, euh,
infrastructures, machines-outils, machines, des technologies et des savoir-faire techniques, hein, savoir-faire sophistiqués. Quand on parle du savoir-faire technique, on voit des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, et aussi des mécaniciens du génie. Et ces pays-là, on peut prendre l'exemple, hein, les pays comme l'Allemagne, hein, les États-Unis, la France, hein, Corée du Sud, le Japon, la Suisse, etc. Ils sont des pays riches, hein. On peut même ajouter les pays du Nord, sans oublier la Grande-Bretagne aussi, un pays très avancé en termes de capital. Bon, mis à part de Corée du Sud, hein, et un petit peu l'Allemagne à 50%, mais tous ces pays-là, qu'on considère comme des pays hyper riches, ce sont des pays qui ont fructifié leur richesse sur le dos de la colonisation. C'est à l'époque, on parlait des grandes découvertes pour voir comment les intellectuels traitaient ça dans les médias ou bien dans les gazettes. C'est dire que on va civiliser ces gens-là, civiliser. Les civiliser, c'est les exploiter, les exploitations. Voilà, c'est ça la civilisation. Bon, on ne sommes pas dans une guerre des civilisations, mais c'est juste pour vous rappeler, et quand vous êtes en face de ces personnes-là, vous négociez pour savoir ce qu'il faut dire, pour savoir comment les regarder droit dans les yeux. D'accord? Parce que c'est important. C'est important. Et jusqu'à présent, et ça continue avec surtout l'extrême droitisation partout dans le monde. On voit des gens qui sont très réacts, qui sont très durs. On appelle des extrêmes droites, on ne veut pas dire racistes en quelque sorte, et par vrai, qui sont parfois animés par des pensées racistes, mais ce sont ces gens-là qui vont dire, qui continuent et qui vont continuer à diriger le monde. Et si vous travaillez à l'international, déjà, il faut rappeler que ces gens-là, ils ont toujours l'envie, toujours avoir et ce côté de se comporter en tant que supérieur par rapport aux autres. Ça, il faut penser à ça. Voilà. Et oui, si vous faites partie de ces gens-là aussi, il faut leur dire que, attention, ça c'est du passé. C'est du passé, c'était une erreur déjà. Il faut leur dire ça, il faut le préciser. Bon, richesse abondante, on prend ces exemples-là. On va voir par exemple l'Allemagne. On sait que quand on parle de machines-outils, machines, c'est l'Allemagne. Mais ils ont développé des astuces, des techniques, c'est exceptionnel. Alors, ça encore, euh, quand on voit les progrès de l'Allemagne dans ces industries. Et vraiment, il faut être honnête pour dire, c'était juste pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont sous-développé pas mal de choses. C'est juste l'envie d'un homme, d'un seul homme. C'est vrai, bon, quand on parle de cet homme-là, c'est un peu dur quand même. Dans les cours de ressources humaines, on parle souvent, on prend l'exemple du système management d'Adolf Hitler, qui était très dur. C'est quelqu'un, bon, c'est un dictateur. Mais bon, il sait comment mobiliser ses troupes et pousser les ingénieurs à aller au-delà de leurs limites. C'est avec Adolf Hitler, il y a eu tous ces progrès techniques, tous ces progrès techniques. Et ça, c'est ça qui garde, qui reste toujours dans la philosophie allemande. Hein. Quand ils produisent des choses qui sont exceptionnelles. C'est dans tout et surtout. Là, on prend l'exemple des machines-outils. Mais par contre, dans tout ce qui concerne la cosmétique, ils ont, ils ont énormément de longueur en avance par rapport à ses voisins, par rapport à leurs voisins, les Allemands. C'est ça, il faut penser à ça. Et bon, c'est pas seulement les machines, on parle de la technologie au sens large pour l'Allemagne. Bon. Et on avance, hein. Si on revient avec quelques échanges hein, après les typologies, on va voir les échanges basés sur le travail et le capital. On a pris l'exemple de l'Inde et de l'Éthiopie pour dire que le coût de la main-d'œuvre hein, est faible dans ces pays-là. C'est pour cela qu'on retrouve le plus souvent des industries d'assemblage et du textile dans ces deux pays-là. Pour un capital abondant, on va prendre l'exemple de l'Allemagne et du Japon. Et ces pays qui sont beaucoup plus spécialisés dans la fabrication des voitures et des machines. Ah bon, ce n'est pas une confusion quand on dit machine, on voit un robot, c'est une machine. Un robot, c'est une machine.
Exemple, une caisse, quand vous faites vos courses, vous passez vos courses au supermarché, vous passez à la caisse. Vous voyez, on passe seulement et votre produit devant la caisse. Il y a un code barre. Le code barre est lié automatiquement à partir d'un robot. Un robot, c'est une machine. Voilà, c'est ça. Les pièces d'avion. On peut aller encore plus loin quand on parle de machines. On voit les pièces d'avion. C'est considéré comme des machines. Voilà. Et puis, d'autres applications pratiques, on sait que la Chine, hein, qu'on appelle souvent l'usine du monde, hein, c'est ça qu'on appelait avant, la Chine est spécialisée dans les manufactures. On avait déjà parlé de ça. Et l'Allemagne, dans les voitures de luxe, par exemple, BMW, c'est Mercedes, hein, c'est l'Allemagne. Un pays comme, il y a aussi des échanges basés sur les ressources naturelles, un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est riche en pétrole, euh, les exploitations sont basées sur les hydrocarbures. On va prendre l'exemple, hein, du Venezuela. Le Venezuela est un pays riche en ressources naturelles, dont le pétrole, et ces exploitations sont basées sur les hydrocarbures. C'est l'un des problèmes du Venezuela. Après la mort de Chavez, ils n'ont pas su investir dans la production agricole. Leur économie était trop dépendante, hein, du pétrole. C'est pour cela qu'avec les sanctions des États-Unis, plusieurs sanctions, des tonnes de sanctions, de temps en temps, sur le Venezuela, c'est pour cela qu'il y a une inflation généralisée au Venezuela, que leur argent ne valent presque rien, et puis le pays souffre, vraiment le pays souffre. Mais c'est l'un des pays qui devrait être parmi les pays les plus riches des Amériques. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, après Venezuela, on a l'Australie aussi, l'Australie qui est riche en minerais c'est- c'est- et qui est plutôt spécialisée dans l'exploitation euh, du charbon et du fer. Je peux prendre l'exemple du Niger aussi, qui est riche en, en minerais, ces exploitations sont, sont beaucoup plus orientées avec du nickel et du cobalt, des métaux qui sont très recherchés internationalement. Voilà. En gros, on va terminer sur les dotations factorielles. Quel est l'impact des dotations factorielles sur le commerce international? Parmi les impacts, on a la spécialisation. La spécialisation qui a été défendue par Adam Smith et puis corroborée par David Ricardo et Cher Olin a vulgarisé la spécialisation dans sa théorie sur les dotations factorielles. C'est ce qu'on avait dit, que chaque pays se concentre sur les biens qu'il produit plus efficacement. C'est ça. Et puis, la spécialisation permet de créer une interdépendance économique entre les pays. C'est que si moi, je suis spécialisé dans la fabrication des robots, et vous êtes spécialisé dans la production du soja, on va échanger robot contre soja. Robot contre soja. Quand on dit échanger, on ne parle pas du troc. C'est que si je veux du soja, je vais acheter chez vous. C'est ça. Quand on dit échanger, c'est juste, je vais acheter chez vous et vous voulez des robots, vous allez commander chez moi. C'est dans ce sens-là. Quand on dit échanger, c'est dans ce sens-là. On n'a plus de drogue depuis longtemps. Autre chose, hein, ça facilite la circulation des flux commerciaux, les flux de marchandises. Ça aussi, on avait déjà vu ça. Ça facilite également la création des pôles de compétitivité. Les biens produits à partir des facteurs abondants dit, sont exportés, tandis que ceux nécessitant des facteurs rares sont importés. C'est ça. Sinon, les pays vont être considérés comme des dindons de la face. Bon, quand on dit des dindons de la face, il y a certains pays qui vont être considérés comme perdants et d'autres vont être des gagnants. C'est ça le grand jeu des échanges internationaux. Ce grand jeu-là, c'est qu'il faut que vous arrivez à produire quelque chose pour échanger. Sinon, vous allez faire que consommer tout ce que vous faites, toute la richesse que vous produisez chez vous, vous allez envoyer dans un autre pays. C'est comme si vous allez travailler pour un pays, travailler pour acheter seulement. C'est ça. C'est pour cela que
les responsables, les dirigeants des États doivent mettre en place des mesures qui facilitent des productions locaux pour pouvoir échanger sur les marchés internationaux. Donc ça, on va voir ça. Il y a des blocs qui sont spécialisés dans des productions spéciales. Bon, quand on voit les Caraïbes, les Antilles, on dit ce sont des blocs qui sont spécialisés dans le tourisme. Le tourisme, surtout le tourisme qui cherche à attirer des gens, surtout les Européens, quand il fait froid. Ça, à partir du mois de novembre, du novembre jusqu'au mois de mars, c'est la période que les pays des Caraïbes doivent attirer les touristes qui viennent de l'Europe parce qu'il fait très froid. Même du Canada aussi, Canada, Groenland, Islande, etc. Les pays qui font dans les pays où ils font très froid. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça fonctionne. Pareil, hein, des pays de l'Afrique, hein, Afrique au sens large, devrait être le poumon de la production agricole mondiale. Parce que les terres qui ne sont pas travaillées dans le monde, les réserves, la réserve mondiale en terres arables, à 63 vers 65% réserve mondiale, se trouve en Afrique. Des terres arables qui n'ont pas été contaminées par les produits chimiques, par des engrais, pesticides naturels, pesticides chimiques, et ces terres-là se trouvent en Afrique. 63% en Afrique. Et le reste, c'est quoi? C'est 25% en Asie. Et quand on voit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe, ce sont des terres qui sont totalement contaminées par des pesticides, par des engrais chimiques. Et là encore, l'Afrique a sa carte à jouer. L'Afrique a sa carte à jouer pour 2050. Bon, voilà. C'est ça. On dit ça facilite les flux commerciaux entre les pays et c'est savoir quel est produit qu'on va fabriquer dans tel pays et pour pouvoir échanger avec un autre pays. Voilà, c'est comme ça. Voilà, le Brésil, grâce à sa richesse en terres agricoles, produit et exporte du soja. Bon, est-ce que le Brésil est vraiment riche en terres agricoles? Si on veut être honnête, bon, ça, c'est pour tout le monde. Là, on parle de manière économique, mais si on veut parler de manière citoyenne, en tant que citoyen du monde, le Brésil, c'est vrai, il y a pas mal d'espace, mais par contre, le poumon du monde se trouve au Brésil, l'Amazone. Parce que c'est l'Amazone que les gens cherchent à raser, les industriels, les capitalistes cherchent à raser pour produire du soja. C'est grave. C'est ça, ça aussi. Bref. Corée du Sud, la Corée du Sud, grâce à sa richesse en capital technologique, produit et exporte des smartphones. Et la Suisse, grâce à sa richesse en savoir-faire et son capital humain qualifié, bien sûr, produit et exporte des montres de haut de gamme. C'est la Suisse. Les montres de luxe sont fabriquées en Suisse. D'accord? Et puis, bon, je pourrais prendre l'exemple de l'Italie aussi. L'Italie, grâce à sa richesse en capital humain qualifié savoir-faire, fabrique des voitures de luxe. Des voitures de luxe, des yachts de luxe, etc. Bon, je pourrais prendre l'exemple de la Russie, hein, grâce à sa richesse en capital humain et qualifié en pisciculture. Euh, et c'est en Russie qu'on trouve les mets les plus recherchés. Ça, vous savez ça déjà. Caviar. Caviar, c'est en Russie. Caviar noble, hein, c'est en Russie. Dans les autres pays, on trouve du caviar dans d'autres pays, mais pas le caviar noble qu'on produit en Russie. Voilà, quelques exemples, on avait déjà mentionné le Brésil. On va voir un échange plutôt équitable entre la Chine et le Brésil. On sait que la Chine euh, est un grand consommateur de porc. En Chine, on consomme beaucoup la viande de porc. Et le Brésil est un grand producteur de soja. Les Chinois ont besoin du soja brésilien pour alimenter leur élevage. L'élevage de porc, bon, pas seulement pour le porc, même pour les poulets de chair,
aussi, c'est un bon stimulant, c'est riche en protéines. Et puis, on sait que les Chinois sont des grands producteurs de produits manufacturés. Le Brésil commence à développer pas mal de manufactures, mais par contre, le Brésil mise beaucoup plus sur l'agriculture. C'est pour cela, suivant les principes des avantages comparatifs, le Brésil va avoir un accord avec la Chine pour pouvoir diminuer dans sa production de matériaux et de matériel électronique et pour pouvoir échanger le soja contre matériel électronique avec la Chine. Voilà, c'est le principe de base des avantages comparatifs. Si vous avez raté les trois premières séances, vous pouvez revoir ces trois séances sur la plateforme et ça vous permet d'avoir une idée de quoi on avait parlé. Voilà, effet sur les thèmes de l'échange aussi, euh, ça peut arriver quand on dépend d'un pays, quand on dépend d'un pays, quand on parle des dotations factorielles, ça peut provoquer des problèmes énormes. Vous vous rappelez les périodes 2007, 2008, 2009, partout dans le monde, il y avait un problème, on dit problème de la faim. Bon, c'est pas de la faim vraiment. La faim, il y a pas mal, pas mal de mythes partout. Des mythes, on dit des mythes contre la vie chère, des mythes contre la faim. Ça, c'était faux. C'est que c'est les grands industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent comment ça marche. Si si le prix des produits reste stable sur le marché, les produits alimentaires, parce qu'ils savent très bien comment faire pour monter le prix s'ils voient que ça reste stable. Tout va bien. Les pays qui dépendent de ces produits-là, qui ne produisent pas, qui dépendent des produits alimentaires, il y a une stabilité, tout va bien. Ils cherchent quand même à jouer sur ça. À jouer sur ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la vanne. Ils ferment la vanne. Fermer la vanne, c'est quoi? C'est provoquer la rareté. C'est provoquer la rareté. Ils font des stocks. Ils font des stocks, ils stockent leurs produits. Au lieu de vendre, ils vont dire, bon, pendant 2 mois, je ne vais pas vendre à tel pays. C'est comme ça. Vous allez voir que dans ce pays-là, les prix vont flamber sur le marché et puis il va y avoir du rareté et les gens vont être dans la rue. C'est ça, ça a touché pas mal de pays. Il y a pas mal de gouvernements qui ont été tombés à cause de ça et pas mal de premiers ministres qui ont perdu leur place, hein, que ce soit en Salvador, Nicaragua, Haïti, Niger, Mali, Burkina Faso. Là, il y a toute une liste, vous tapez crise 2007 jusqu'à 2009. Et puis, à partir de 2008, c'est l'effondrement de la banque Lehman Brothers, hein, aussi, la crise des subprimes. Et cette crise-là encore a en, engendré une autre crise, déjà la crise alimentaire. Et voilà, c'est comme ça passe. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on dépend des dotations factorielles. Quand un pays possède une richesse en abondance, ce pays-là peut jouer sur la survie des autres. C'est ça, pareil. Là, on a pris l'exemple de l'alimentaire. Surtout le pain. Le pain dans l'Afrique subsaharienne, ça a provoqué tellement de crises. Il y avait eu pas mal d'incendies, des gens qui ont perdu leur vie. Et cela encore, c'était exagéré. Euh, Vous qui êtes, je ne sais pas si vous allez être à la manette, si vous êtes déjà à la manette, si vous dirigez déjà une partie dans le pays où vous vous trouvez, ou si vous travaillez dans le gouvernement, ça, il faut tenir compte de ça. Là, quand on parle de relations internationales, ce n'est pas un jeu. Il y a pas mal d'hypocrisie. Et quand vous êtes dépendant d'un autre pays, ou bien d'un fournisseur, et ce fournisseur-là peut faire ce qu'il veut avec vous. C'est ça. Et là, en ce qui concerne les échanges alimentaires, là encore, c'est pire. Parce que ce que vous voyez qui arrive sur le marché, les produits qui arrivent sur le marché aujourd'hui, c'est un produit qui a été planté 2 ans de cela. Comme nous sommes en décembre 2000, bah, pas planté, qui a été récolté plutôt. Comme nous sommes en décembre 2024, c'est un produit qui a été récolté ou bien stocké depuis décembre 2022. C'est comme ça marche. Parce que
des fois, je discute avec des économistes, hein, les économistes et surtout des financiers. Bon, les financiers, bon, c'est catastrophe assurée. Et ils ne comprennent rien. Ils parlent tout doit être monnayé. Tout doit être hein, monnayé, tout doit être vendu sur le marché international. Tout doit être vendu à la bourse. Alors, la bourse alimentaire, c'est la bourse la plus compliquée, la plus traite qui existe parce que c'est on achète les produits 2 ans, on achète les produits, les récoltes 2 ans avant leur plantation. Je prends le cas du céréal. On achète les céréales sur le marché boursier 2 ans avant leur plantation. Supposons que pendant la plantation, il y a un problème quelconque. Il y a climatique, inondation, il y a une perte de récolte et l'argent est déjà dépensé. Ils vont chercher à répercuter cette perte sur la production qui va y avoir l'année prochaine. C'est comme ça, on voit le prix des produits alimentaires, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est comme ça. Et puis, les gens qui ne comprennent pas, et à la radio, discutent, critiquent, et ils ne cherchent même pas à comprendre. Ou bien des faux économistes, hein, des faux économistes vont, vont faire pas mal de commentaires à outrance, ils ne savent rien. Au lieu d'encourager la production locale, quand on dit la production locale, c'est pas la consommation locale. Il y a un gros problème. Des gens qui disent qu'il faut consommer local, mais bon, ils ne disent jamais il faut produire local. La première chose, c'est de produire localement. Et c'est ça, on va voir ça quand on va aborder les zones de libre-échange. Bon, c'est dans ce sens-là qu'on avait abordé ce sujet. Pareil, on prend l'exemple du pétrole. Tout dépend du pétrole. Le pétrole, c'est le poumon vraiment de l'économie, le carburant de l'économie, le poumon. Avant, quand on dit avant, oui, on prend la période de la révolution industrielle, les grands pôles de compétitivité de l'Amérique du Nord, il y avait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et puis ben, il y avait les Antilles, hein, c'était ces trois grands pôles de compétitivité dans le monde. Je parle entre 17e, 18e et 19e siècle. Mais le moteur, là, ce qui représentait le pétrole à l'époque, le pétrole, c'était la force humaine. Des gens qui ne payent même pas. En quelque sorte, c'était à 80% des esclaves et puis une bonne partie et des engagés de 36 mois. C'était ces gens-là qui font fonctionner. Bon, j'ai oublié aussi l'Asie, l'Indochine. À l'époque, il parle de l'Indochine aussi. Ce sont ces gens-là qui travaillent gratuitement pour enrichir les pays soi-disant civilisés à l'époque. C'était ces gens-là qui travaillent gratuitement alors, c'est ces gens-là qui représentaient le pétrole. Mais avec la découverte du pétrole et puis les développements des machines, et ces machines accompagnées du pétrole remplacent la force humaine, remplacent ces personnes-là qui étaient en esclavage. Et c'est parfois, quand je vois un Noir cherche à dire oui, l'esclavage c'est du passé, oui, l'esclavage c'est du passé, mais ça reste toujours dans la tête des gens. Avant, avec l'esclavage, hein, les propriétaires d'esclaves hein, font beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas de salariés à payer. Ça, ils n'avaient pas de salariés à payer. Maintenant, ils payent pour tout. Voilà. Voilà, c'est juste pour vous dire que, par exemple, le pétrole, maintenant, si c'est l'Arabie Saoudite qui contrôle tout, c'est bon, c'est l'OPEP, mais l'Arabie Saoudite a plus de poids. Et si l'Arabie Saoudite cherche, si l'OPEP veut diminuer la production du pétrole, diminuer la production, il va y avoir une augmentation du prix énorme sur le marché. Juste diminuer la production, bien dire, on va arrêter de vendre pendant un mois. C'est là que vous allez voir que le prix va exploser. Exploser. Et si le prix du pétrole augmente, il y a et l'essence pour mettre dans la voiture, ça va augmenter aussi, gasoline, gasoil, kérosène, tout va augmenter. Et puis le prix des produits. Si les industries doivent être tournées par ce pétrole-là, et puis le prix des produits a augmenté. Pas seulement les industries, les voitures qui font l'approvisionnement, les bateaux qui ramènent les produits, les avions, tout va augmenter. Tout va augmenter.
Voilà, c'est ça. C'est quand on dit les dotations factorielles, c'est une bonne chose, ça facilite les échanges, mais aussi ça peut mettre en péril les échanges. Alors bon, là, on voit quelques exemples, par exemple la Chine hein, et l'Afrique hein, qui pourraient échanger dépendamment de dotations factorielles. euh, la Chine dispose et l'Afrique dispose. Bon, ça, vous savez ça déjà. On voit un cas particulier. Par exemple, l'Union européenne et les États-Unis. Ces deux blocs hein, sont spécialisés dans la production des produits sophistiqués. Mais ça arrive que ces deux blocs échangent sans problème. Échangent sans problème parce que c'est parfois il y a un produit que l'Union européenne est spécialisée et les États-Unis ne sont pas spécialisés dans ce produit-là. Par exemple, on voit la fabrication du champagne. Champagne, c'est pour que ça fabrique dans la région Champagne en France, qu'on appelle ce produit champagne. Et c'est très recherché. Après, il y a foie de canard et qu'on consomme beaucoup plus en période de fête. La France qui est spécialisée dans ce domaine-là. Oui, il y a aussi une variété de choux qu'on appelle chou de Bruxelles. C'est seulement en Belgique qu'on fabrique ça. Et les États-Unis, les burgers aussi, qui sont spécialisés dans les burgers, et d'autres produits, les produits financiers, ça aussi. Sans oublier des compétences en consultation, des cabinets de conseil, vous voyez, c'est comme ça, ils peuvent échanger. Et parfois, il y a des perdants et il y a des gagnants. Il y a des perdants et des gagnants. Ça, c'est le plus souvent, on peut prendre l'exemple du fameux accord ACP qui facilite l'échange entre l'Union européenne avec une partie du Pacifique, hein, une partie de l'Afrique, et bon, c'est tout, 54 pays de l'Afrique subsaharienne, et également les pays des Caraïbes. Qui sont gagnants, c'est toujours l'Union européenne. Les autres sont des perdants. Bon, c'était ça. C'est sur cette base-là qu'on va avancer encore plus loin. On va parler des organismes et des accords de partenariat économique qu'on appelle les AP. Les APE sont des accords de partenariat économique. Bon, dans les APE, avant qu'on parle des APE, il y en a qui sont au niveau mondial. Au niveau mondial, bon. Les accords de partenariat, parmi ces organismes, on a Banque mondiale. Banque mondiale, c'est le financeur, soi-disant financeur du monde, mais bon, beaucoup plus c'est les pays du Sud, qui Banque mondiale cherche à épauler selon certaines conditions. Après, on a Organisation mondiale du commerce. Le rôle de l'Organisation mondiale du commerce, c'est de réguler le commerce international. Bon, les gens, les experts, quand ils parlent de ces deux organismes-là, ils disent le plus souvent Banque mondiale a été créée, c'est juste pour venir en aide à certains pays. Bon, à l'époque que Banque mondiale a été créée, c'est en 1944. C'est pendant même la guerre, pendant même la guerre. Et FMI, Fonds monétaire international, qui a été créé en 1944 également, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'était pour reconstruire l'Europe. C'était pour reconstruire l'Europe. Et là encore, on voit que quand on parle de la pensée occidentale, on voit l'Occident, c'est la réunion entre les anciennes puissances coloniales et les anciennes puissances coloniales qui s'entraident et puis ça passe très bien. Et si vous n'acceptez pas leur domination, et vous allez être pénalisé. On ne va pas vous soutenir. Voilà, c'est dans ce sens-là. On voit FMI qui a été créé même avant la guerre. Les Américains avaient déjà un coup d'avance. Et Banque mondiale, pareil, c'est toujours ces organismes qu'on dit mondial, international, mais qui sont les dirigeants? Ce sont généralement des Occidentaux qui dirigent. Si ce n'est pas quelqu'un de l'Occident, il faut juste que vous mettez en tête, ce n'est pas un organisme qui est fiable ou bien c'est un organisme qu'on va outrepasser pour créer d'autres blocs à côté. On a l'OMC. L'OMC, bon, avant c'était GATT, hein, créé, et puis l'OMC a remplacé GATT en 1995. 1995, c'est une évolution. Puis l'OMC voulait intégrer la Chine,
en son sein à partir des années 2000. Quand ils allaient intégrer la Chine dans leur sein, et les pays occidentaux avaient dit, voilà, ce serait intéressant pour nous parce que la Chine, c'est un grand marché, on va pouvoir vendre nos produits et services. Et pourtant, c'est l'inverse qui a été créé. C'est l'inverse qui a été produit parce que les Chinois avaient accepté ouvrir son pays, leur pays aux Occidentaux pour que les entreprises euh, occidentales puissent s'installer, fabriquer avec une main-d'œuvre moins chère. Il n'y avait pas du droit des salariés, les salariés n'étaient pas protégés, mais en même temps, ils imitent hein, les Occidentaux. Ils apprennent. Ils apprennent aux côtés des Occidentaux. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça qui paraît un peu bizarre pour les Occidentaux. Et c'est pour cela qu'on va voir, quand on parle de produits chinois, ils vont dire que ce sont des produits de bas de gamme, de mauvaise qualité. Et maintenant, quand on parle des voitures électriques, la référence, c'est chinoise. Ils sont plus avancés technologiquement dans les voitures électriques. Dans les voitures électriques. Mais ils vont jamais dire ça. Ils vont dire, oui, bon, ce sont des Chinois, voitures chinois. Et bon, là, il ne faut pas exagérer pour dire que tous les produits chinois sont de qualité. Non, pas du tout. Il y a des produits qui ne sont pas de qualité, mais vous payez pour la qualité. Vous payez pour la qualité. Si vous voulez des produits qui coûtent 10 centimes, vous allez trouver en Chine. Mais si vous voulez, dans cette même catégorie de produits, trouver un produit qui passe de 10 centimes jusqu'à 100 dollars, vous allez le trouver. Un smartphone, téléphone portable. Si vous voulez un téléphone portable qui coûte 20 dollars américains, vous allez le trouver. Qui marque Samsung. Vous voyez, c'est noté Samsung. Est-ce que c'est Samsung vraiment? Mais non, c'est pas Samsung. Voilà. C'est une copie. 20 dollars américains. Mais cette même compagnie, dans cette même catégorie, il va y avoir une gamme qui coûte 2000 dollars aussi. 2000 dollars aussi. Voilà, c'est juste que ce que vous payez par rapport à votre poche. Il faut en sorte pour que tout le monde puisse goûter à la mondialisation, que tout le monde puisse goûter à la technologie, à l'innovation technologique. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est au niveau mondial. Mais par contre, avec l'évolution des blocs, des zones, et puis des conflits dans le monde, partout, on voit que d'autres tendances qui se développent au-delà de l'OMC. Au-delà de l'OMC. Parce que quand on parle de commerce, échange international, ça, c'est chapeauté par l'OMC. Il faut suivre la charte de l'OMC. Mais il y a au niveau régional des blocs qui se développent. Et ces blocs sont, on appelle des zones économiques. Il y a des zones économiques qui se développent de plus en plus. Et il y a certains pays qui ont suivi ces modèles de développement dans un même, qui arrivent à créer des modèles ou bien des zones économiques dans un même pays. Dans un même pays, il peut y avoir plusieurs zones économiques. Si vous venez du Nord, il peut y avoir zone économique du Nord, zone économique du Sud, zone économique de l'Ouest, comme vous voulez. Vous créez c'est ça la décentralisation déjà. Ça permet de décentraliser l'économie dans un même pays, de désengorger l'économie dans un même pays. Là, on parle des zones économiques, la création des zones économiques. Le pays qui arrive à mieux faire ça, c'est Bangladesh, hein, la Chine, surtout la Chine. Il y a plusieurs zones économiques en Chine, hein, si vous voulez aller faire du business en Chine. L'Inde également, il y a plusieurs zones économiques dans ces pays-là. Sans oublier le Maghreb. Le Maghreb, Maroc, il y a plusieurs zones économiques au Maroc. Même en Afrique, des pays comme Côte d'Ivoire, il y a plusieurs zones économiques en Côte d'Ivoire. On va voir comment ces zones se développent. On va voir ces exemples de zones, mais de manière régionale. Ce n'est pas par pays, on va voir de manière régionale. Voilà, on dit ces zones économiques et ces accords de partenariat économique facilitent la mondialisation de l'échange, la mondialisation du commerce. La mondialisation, en quelque sorte, c'est quoi? Par exemple, nous sommes en hiver. Bon, en décembre, nous ne sommes pas encore en hiver. Bon, voilà, en décembre, on peut avoir des fruits
tropicaux. On peut consommer des fruits tropicaux maintenant, sans problème. Parce que c'est grâce à la mondialisation. Grâce à la mondialisation. Vous êtes aux Antilles maintenant, vous pouvez consommer des pommes qui viennent de l'Europe. C'est ça la mondialisation. Euh, je suis en Europe, je peux consommer l'âme véritable, l'âme à pain qui viennent des Antilles. Voilà. C'est ça, c'est comme ça. Bon, les plus connus des zones qu'on a, on n'a pas tout mis, c'est important de voir. L'Union européenne, c'est un bloc qui influence tout. Pourquoi l'Union européenne? L'Union européenne cherche à avoir des amis partout. C'est ça, l'Union européenne. Et des amis aussi cherchent à intégrer tous les pays qui se trouvent dans son environnement. À tous les pays, sauf deux pays. Sauf deux pays, c'est la Turquie et la Russie. Il y a ZLEA, qui c'est la zone libre-échange des Amériques, qui devrait être la plus grande zone économique mondiale. Mais bon, en 2009, Obama a laissé tomber l'affaire. En 2009, Obama a dit, bon, voilà, en tant que bon Américain, bon, si je fais pas, si l'Amérique, les États-Unis font partie de ce groupe-là, ça va être déficitaire pour les États-Unis. Bon, parfois ils disent l'Amérique, quoi. C'est comme si l'Amérique, c'est... Euh, Mercosur, c'est le bloc sud-américain, hein, le grand marché avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay. C'est un gros bloc, hein. Déjà, si vous regardez les informations pendant ces 2 dernières semaines en France, il y a pas mal de manifestations des agriculteurs contre l'accord entre Mercosur et l'Union européenne. Voilà, on aura le temps d'en parler. ALENA, qui s'est associé à un libre-échange nord-américain, ces 3 pays, vous connaissez déjà. Il y a CEDEAO. CEDEAO, c'est le bloc économique et monétaire Afrique de l'Ouest. Et CARICOM, j'ai écrit CARICOM, on s'est à corriger. CARICOM, c'est pour les pays des Caraïbes. ASEAN, c'est l'Asie du Sud-Est. Et puis l'ACP, c'est le fameux accord qui regroupe l'Union européenne, les pays des Caraïbes et aussi des pays de l'Afrique subsaharienne. Et puis, on a MENA, qui c'est Maghreb et les pays arabes, les pays Maghreb, et avec les pays arabes, les pays arabes, c'est qui est intéressant à voir. Et après, il y a la Ligue arabe aussi qu'on devait voir. Voilà, l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une zone économique et politique. C'est en plus d'être économique, mais c'est une zone politique aussi. C'est cette zone-là qui influence les politiques des États membres. Des États membres, et chaque État membre dépend de l'Union européenne. Chaque État membre. Avant qu'un pays dans l'Union européenne puisse appliquer une politique, il faut regarder le droit européen. Qu'est-ce que le droit européen dit? Ah, c'est ça. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le but. Nous ne sommes pas là pour découvrir l'Europe, mais c'est juste pour vous dire que c'est l'Union européenne, hein. Il y a 27 membres. Ça devrait être 28 parce que il y a eu Frexit en 2016, que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Pas la Grande-Bretagne, plutôt l'Angleterre. L'Angleterre a quitté l'Union européenne. L'Angleterre a quitté l'Union européenne et puis c'est pour cela qu'on passe de l'Union européenne a passé de 28 à 27 membres. Voilà, l'objectif, on dit, c'est l'intégration économique et l'intégration du marché commun. Ça, c'est l'objectif de départ. Mais après, il y a aussi la libre circulation entre eux, libre circulation des biens et des marchandises. C'est pour cela, ça crée pas mal de tensions. On va voir que les producteurs agricoles français vont beaucoup sur les plateaux de télé pour dire ça, c'est une injustice parce que eux, en France, hein, il y a une réglementation très contraignante en matière de production alimentaire. Il y a des réglementations à respecter, mais dans les autres pays, il n'y a pas de réglementation. C'est la France, comme c'est la France est à la base des normes européennes et ces normes-là sont appliquées principalement en France, par comparaison aux autres pays. Bon, les normes sur certains points, bon, il y a certains aspects que je ne vais pas mentionner. Par rapport à ça, les autres pays peuvent fabriquer des produits au-delà des normes, sans respecter les normes. Et ces produits sont le plus souvent moins chers. Par exemple, les produits qui sont
nourrir les poulets qui sont nourris aux OGM fabriqués en Europe de l'Est, hein, des pays en Europe de l'Est qui font partie de l'Union européenne. Et ces produits-là peuvent arriver en France, peuvent traverser la frontière. Et les entreprises françaises, bon, surtout face à l'inflation, les entreprises vont acheter moins cher. C'est le but de tout entrepreneur, c'est acheter moins cher, revendre plus cher. Euh, c'est normal, c'est normal. Ben, du coup, les producteurs français n'arrivent pas à écouler leurs produits en France. Voilà, ça crée pas mal de tensions. On dit que c'est la libre circulation des biens, des marchandises et aussi la libre circulation des personnes. Une fois une personne arrive dans l'Union européenne, dans un pays de l'Union européenne, bon, mis à part de la Hongrie avec Viktor Orban qui est un peu direct, hein, qui cherche à contrôler, à tout contrôler, mais quel que soit le pays de l'Union européenne, qu'il y a un citoyen qui vient de notre pays arrive, et ce citoyen-là peut circuler dans n'importe quel pays. Vous pouvez sortir en Espagne, bon, pas en Espagne, c'est-à-dire en Portugal, vous passez de Portugal à l'Espagne, de l'Espagne, vous rentrez en France, de la France, vous allez en Belgique, de la Belgique, vous allez en Hollande, et il n'y a pas de contrôle, on ne va pas vous contrôler, on ne va pas vous contrôler. C'est la libre circulation. Voilà. C'est pareil, c'est pour cela qu'on dit que c'est en Italie que c'est la porte d'entrée des migrants en France. Et l'Italie, les gens passent par l'Italie. Une fois arrivés en Italie, ils ont leur papier pour circuler en Italie, hein. Après, ils quittent l'Italie pour venir en France où ils ont des amis ou de la famille. Voilà, c'est ça. C'est juste pour dire que c'est ces blocs-là, une fois que vous faites du business avec l'un des pays font partie qui fait partie de l'Union européenne, avec ce pays-là, vous pouvez commercer avec d'autres pays. Vous pouvez vous installer en France, en même temps, vous commercez avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, sans problème. Parce que le TVA que vous payez, c'est un TVA intracommunautaire. C'est intracommunautaire. D'accord? C'est ça. C'est l'avantage de comprendre le fonctionnement des blocs. Et pareil, si vous êtes déjà en connexion avec un pays, bah, quel exemple que je peux prendre? Je vais prendre on a déjà pris la Belgique, hein, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne. Vous êtes en contact avec l'Allemagne, vous avez déjà un pied dans l'Union européenne. Une fois que vous faites du business en Allemagne avec l'Allemagne, et vous pouvez facilement faire du business avec la France. Parce que le plus souvent, les grandes entreprises allemandes ont des représentants en France, en Italie, en Espagne, et dans toute l'Union. Toute l'Union. Voilà. Et en même temps, vous pouvez bénéficier des subventions de l'Union européenne. OK, ça c'est l'Union européenne. Maintenant, prenons le cas de ALENA. ALENA a été créé en 1994. Bon, ALENA, c'est les trois pays de l'Amérique du Nord. Trois pays de l'Amérique du Nord. Et parfois, si vous vivez en Europe, vous voyez le plus souvent les Européens utilisent de manière très, bon, je ne vais pas dire mauvaise, mais plutôt ni mauvaise ni méchanceté, c'est même pas par médiocrité, mais c'est plutôt on va dire par méchanceté. Ils disent que l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis, le Canada. Mais non, ça c'est complètement faux. On sait très bien l'Amérique du Nord, c'est le Mexique, les États-Unis, le Canada. Bon, ALENA, c'est facile échange entre ces trois pays-là. Mais ALENA voulait faire disparaître les frontières, mais bon, la disparition des frontières, c'est entre les États-Unis et le Canada, mais pas le Mexique. Mais par contre, une fois que quelqu'un arrive au Mexique, la personne peut passer, il y a toujours des personnes qui facilitent le passage, hein, peuvent passer vers les États-Unis sans problème. Bon, je dis sans problème, c'est facile quand même, c'est facile. Par comparaison à quelqu'un qui vient des Caraïbes, qui va rentrer directement par Miami. Voilà, c'est ça quand on a des accords de libre-échange. Quand on avait vu l'arrivée de Donald Trump, quand Donald Trump avait dit qu'il allait construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, ça c'était totalement faux parce que le mur a été déjà commencé par Barack Obama. Ça a été déjà commencé par Barack Obama. Est-ce qu'il a le droit? Mais bon, je n'ai pas encore regardé les clauses qu'il y avait dans la signature de cet accord. Parce que quand on signe des accords, il y a toujours des clauses.
clauses pour dire que les clauses, surtout la protection de la souveraineté nationale. Et si c'est dans l'objectif de la protection de la souveraineté nationale, il a les droits. Il a les droits. Il a les droits de le faire. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, on a Donald Trump qui va prendre le pouvoir à nouveau le 20 janvier. Il a dit que bah, c'est l'Amérique d'abord. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais par contre, quand il a dit que, il l'avait déjà menacé, toutes les entreprises qui se trouvent dans d'autres pays comme le Mexique, il faut qu'il rapatrie ces entreprises aux États-Unis, est-ce qu'il va le faire? Hein? Déjà, il y a le coût de la main-d'œuvre. Au Mexique, c'est moins cher. C'est pour cela que ces entreprises étaient délocalisées au Mexique. Voilà. S'il va rapatrier ou relocaliser ces entreprises aux États-Unis, est-ce qu'il va subventionner la main-d'œuvre? Là encore, c'est une deuxième question. Et voilà, c'est pareil, avec Donald Trump, il avait dit qu'il va essayer de sanctionner les produits européens. Bon, est-ce qu'il a les droits pour le faire? Oui, c'est ça. Cette mesure s'appelle protectionnisme. Quel que soit l'État, le pays peut mettre en place le protectionnisme. Bien que l'OMC critique le protectionnisme, mais bon, les États ont le droit toujours de jouer sur le protectionnisme. Je prends le cas d'Haïti avec le riz importé des Amériques, bon, pas des Amériques, mais de l'Amérique du Nord, des États-Unis. Dans les autres pays des Caraïbes, CARICOM, hein, et il y a des mesures protectionnistes pour la protection du riz produit localement. Mais en Haïti, on n'a pas fait. Les autres pays des Caraïbes mènent des taxes jusqu'à 25%. Et pareil, ça revient à dire, hein, si on revient sur Donald Trump a dit qu'il va imposer des sanctions sur les produits chinois jusqu'à 200%. Ça, c'est complètement faux, il ne peut pas le faire. Parce que 200%, les produits vont être très chers. Bah, si ce sont des produits que les Américains ne produisent pas ou les États-Unis ne produisent pas, ils seront obligés d'acheter à la Chine. Sinon, ça peut provoquer pas mal de mouvements dans le pays. Quand on dit des mouvements dans le pays, ce ne sont pas les gens qui vont prendre la rue, non. On sait que dans les pays, hein, quand il y a des mouvements sociaux dans la rue, derrière, il y a toujours des gens les hyper riches. Ce sont les grands importateurs qui vont dire, attention, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils vont aller dans les médias, jeter des tracts, et puis bon, ça va mobiliser les gens. Les gens vont prendre la rue. Pour ça, il n'a pas le droit. Et ça, c'est une chose. Et deuxième chose, avec le Canada, on n'entend rien. On n'entend pas qu'il va mettre des taxes sur le Canada. Et les entreprises chinoises peuvent commercer directement avec le Canada ou bien placer des représentations, des succursales au Canada. Avec le libre-échange, les produits peuvent traverser facilement de la frontière Canada vers les États-Unis et ça arrive. Voilà, c'est ça. Quand on parle de libre-échange, ça facilite la circulation des marchandises et des hommes aussi. Voilà, ALENA, c'est ça. En tout, c'est ça qu'on peut dire sur ALENA. Après, on a ASEAN. ASEAN, c'est un grand groupe de l'Asie-Pacifique. C'est un grand groupe. C'est l'Asie du Sud-Est, pas Pacifique. L'Asie du Sud-Est, c'est un grand groupe. Et dans ce grand groupe a été formé principalement par des anciennes colonies anglaises et des anciennes colonies françaises. Par exemple, on voit Laos, et puis Cambodge, Vietnam, ce sont des anciennes colonies françaises. Anciennes colonies françaises. Et une bonne partie Philippines aussi. Hein. Philippines, ça a été colonisé par les Portugais, Espagnols, Français aussi. Hein plusieurs pays. Après, on a le grand pays qui c'est l'Indonésie. Ça aussi, il y a énormément de bouches à nourrir dans ces blocs-là. C'est pour cela que la Chine cherche à avoir un partenariat avec ces pays-là. Qui est important pour vous dans la relation internationale? Si on vous envoie en tant que diplomate pour aller travailler dans l'un de ces pays-là, et vous pouvez passer d'un pays à l'autre grâce à cette organisation. Et l'intérêt aussi pour vous dans la diplomatie, c'est de découvrir qui est responsable
ou bien qui est le représentant, ou bien qui est la personne qui a été nommée pour faciliter le partenariat entre ces pays-là. Comme ça, vous pouvez rentrer en contact avec ces pays et puis faire du business. Voilà, ça c'est important. En plus, il y a aussi des pays qui sont riches, hein, comme on prend Singapour, on prend Malaisie, on prend Thaïlande. Ce sont des pays très riches. Et l'Indonésie qui commence à investir beaucoup hein, dans la formation des compétences, hein, qui envoie des étudiants en Europe pour comprendre la culture occidentale d'une part et aussi adapter par rapport à leur offre qu'ils ont chez eux. Voilà, ça aussi, ce sont des pays qui sont très riches, qui sont très riches en Asie et aussi des pays qui possèdent pas mal de potentialités. Voilà, ce groupe de pays, c'est environ 10 pays qui, qui partagent parfois des cultures communes, hein, et dans certains cas, et d'autres, c'est différent, surtout culture religieuse, par rapport à la religion. On prend un pays comme l'Indonésie, je pense que c'est l'un des pays, l'Indonésie et Malaisie, ces deux pays-là sont deux pays qui sont parmi les pays les plus musulmans. Il y a une forte population, de forte population musulmane dans ces deux pays-là. Voilà. Mais les gens n'en parlent pas. Quand on parle de la région musulmane, ils pensent que c'est seulement dans le Maghreb ou bien dans le Moyen-Orient. Mais non, en Asie, il n'y en a pas. Il y en a beaucoup. Et même aussi en Europe, parfois, on oublie des pays qui sont musulmans. Des pays comme, une bonne partie comme la Croatie, hein, et puis l'Albanie. Bon, voilà. On dit l'objectif, c'est coopération économique. Si vous êtes en contact avec l'un de ces pays-là, vous pouvez rentrer en contact avec tous ces pays. D'accord? Et si votre pays est en contact avec l'un de ces pays-là, si votre pays veut rentrer en contact avec un autre pays qui fait partie du bloc, c'est facile. C'est facile. Il suffit que vous avez l'étiquette d'entrée pour un et puis vous avez l'étiquette d'entrée pour d'autres. Voilà, ça c'est important. Et puis, comme ce sont des pays qui avaient plutôt un système politique beaucoup plus orienté vers le communisme, là encore, le respect, la famille occupent une place centrale dans leur culture aussi. Ça, c'est important. On a MENA. MENA, c'est peut-être pour vous, c'est pour la première fois que vous entendez parler de ce bloc-là. C'est Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est le bloc Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ça, c'est un gros bloc, hein. Dans le Moyen-Orient, tous les pays du Moyen-Orient font partie. Et les pays de l'Afrique du Nord font partie de la Mauritanie, passant par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, et puis l'Égypte, hein, font partie du Maghreb, hein, ouais, qui font partie du MENA. Et après, bon, au Moyen-Orient, bon, sauf l'Israël, bien sûr. C'est l'Israël, c'est un statut un peu particulier en Moyen-Orient. On a la Syrie, l'Irak, l'Iran, et puis l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, tout ça. Et ensemble de ces pays-là font partie du MENA. C'est un gros bloc, hein. Ce bloc de coopération régionale, ils ont une culture commune parce que ce sont tous des musulmans. Ah, sauf l'Israël. Bon, l'Israël, c'est un peu particulier. Ce sont tous même en Israël, il y a des musulmans. Bon, pas, mais bon, c'est plutôt palestine. Il y a des musulmans. Tous ces pays-là, ils ont des musulmans. Et à plus de 80% de ces pays-là, dans ce bloc-là, parlent arabe. C'est ça aussi. Langue commune, religion commune, vous voyez, langue commune, religion commune. Ça fait deux choses déjà. Et autre chose, c'était des anciens, ils faisaient partie du grand bloc de l'Empire ottoman. Grand bloc de l'Empire ottoman. Deuxième, troisième critère. On avait beaucoup parlé de ça à la troisième séance. On avait dit que ce qui facilite les échanges quand on a une histoire commune. Là, déjà, c'est une histoire commune. L'histoire commune, c'est l'Empire ottoman. Et 50%.
de ces pays également ont été colonisés par la Rome aussi, quand la Rome était puissante. Vous voyez, ils ont plusieurs critères de ressemblance au lieu de différenciation. Ça aussi, ça c'est important. Ce qui est intéressant avec ce bloc-là, si on vous envoie en tant qu'émissaire dans l'un de ces pays-là, vous aurez la chance au moins de participer quand ils font leur réunion. Par exemple, quand MENA fait la réunion, vous pouvez participer. D'accord? Vous pouvez participer. Ou bien un pays de MENA accueille les autres pays, vous pouvez participer. Et là, comme c'est la culture musulmane, quand on dit la culture musulmane, la relation homme-femme, voilà, ça aussi, il faut penser à ça. Quand il y a la réunion, les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Ça aussi. Et puis, vous ne faites pas la bise pour les femmes, hein. Et puis, vous pouvez donner un poignet de main à une femme si la femme n'est pas mariée. Si la femme est mariée, vous voyez la femme, vous faites comme ça, vous saluez la femme. Et puis, il faut mettre toujours la main sur la poitrine. Ça, il faut connaître ces codes culturels, parce que ça, c'est important. Sinon, ouais, on va vous prendre pour quelqu'un qui n'est pas civilisé. Et d'ailleurs, en parlant de l'Arabie Saoudite, c'est pour cela que l'Angleterre avait perdu le contrat de pétrole avec l'Arabie Saoudite après la Deuxième Guerre mondiale. C'est les États-Unis qui avaient eu ce contrat. Parce que il y avait une première réunion avec Winston Churchill. Pendant la réunion entre le roi et Winston Churchill a pris sa cigarette, il a fumé et après il a ouvert sa bouteille de whisky, il a pris un coup. Il a dit, mais par exemple, vous, dans votre religion, vous ne buvez pas, moi, dans ma religion, je bois. Voilà. Puis, c'était passé comme ça. Et puis, la deuxième réunion, c'était avec Franklin Roosevelt, où Roosevelt a respecté sa culture, la culture du roi. Il dit, ben, vous êtes musulman, c'est que il faut manger halal. Bon, je mange, je vous suis. Et ça a permis aux États-Unis de décocher le contrat du siècle, le contrat pour exploiter le pétrole euh, arabe, le pétrole d'Arabie Saoudite. Et puis, l'Angleterre a perdu le contrat. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut respecter la culture de l'autre. Ça, on parle beaucoup de ça. Quand vous rencontrez l'autre, il faut respecter la culture de l'autre. Il faut connaître la culture de l'autre, respecter la culture de l'autre, même si vous êtes en position de force. Ça aussi. Ça, on parle beaucoup de ça dans les négociations. Il faut respecter la culture de l'autre. Voilà, ça c'est ça que Roosevelt a bien joué, Franklin Roosevelt, et c'est pour cela que les États-Unis est devenu le pays le plus riche et aussi avait même basé le change par rapport au dollar et le dollar qui a été annexé sur le pétrole. Quand on parle de pétrole, on parle toujours de pétrodollar, hein, l'échange international. Voilà, ça c'est important, surtout pour ces pays-là, ce bloc-là. Après, on a CARICOM. CARICOM, ce sont des petits États des Caraïbes, hein, euh, des petits États des Caraïbes qui ne sont pas nombreux, hein. Après, parmi les grandes Antilles, il y a seulement Haïti et Jamaïque qui font partie des grandes Antilles, qui font partie de ce bloc-là. Il y a d'autres pays qui ont statut d'observateur. Par exemple, le Mexique a un statut observateur. Et puis, on a la Colombie, le Venezuela, statut observateur. Il y a Belize aussi, statut observateur. Et puis, la République dominicaine a statut observateur. Voilà. Et ce bloc-là, on avait parlé tout à l'heure que c'est un bloc qui a une richesse touristique. L'eau est turquoise, hein. L'eau est turquoise. Bah, tout ce qui concerne les plongées sous-marines, c'est ce bloc-là qui offre cette richesse, ce bloc-là. Mais bon, il y a certains pays qui font pas mal d'argent avec, mais il y en a d'autres qui ne font pas. Et ce qui est un peu particulier, il y a les Guyanes, Guyane hollandaise, Guyane anglaise, Guyane française, qui font partie aussi de ce bloc. C'est un peu particulier, les Guyanes.
font partie de ce bloc, même si ce ne sont pas des îles, hein, mais ils font partie de ce bloc. Voilà, ça c'est important de rappeler ce bloc. Alors, ce bloc-là, dans d'autres cas particuliers, majorité, ce sont des pays du Commonwealth, des pays qui dépendent hein, d'une relation économique intégrée avec la Grande-Bretagne, Commonwealth, ça aussi. Et puis, depuis environ 10 ans, ces pays-là possèdent un passeport commun pour les membres, les membres ont le même passeport. Il facilite l'échange, mais la circulation entre les pays, sauf pour certains pays en fonction des critères. Bon, ce sont des critères qu'ils avaient fixés au départ. Par exemple, si un pays est en guerre, un pays traverse des crises politiques, ça aussi, la libre circulation est bloquée. C'est comme ça. Ce n'est pas la discrimination, mais c'est tout à fait normal parce que ce sont des petits pays qui n'ont pas assez d'espace sur leur territoire. Imaginez qu'un pays va envahir ces points-là, hein, ça peut provoquer des catastrophes humanitaires. Voilà, ça c'est important, aux catastrophes démographiques aussi. Alors, on a un autre gros bloc qu'on appelle CEDEAO. CEDEAO, c'est plutôt pour l'Afrique, hein, l'Afrique de l'Ouest. Hein, l'Afrique de l'Ouest, hein, c'est la partie de l'Afrique subsaharienne plus riche, hein. Ça aussi, l'Afrique la plus riche, hein, l'Afrique subsaharienne plus riche. Là-dedans, on a un grand géant de pétrole, c'est Nigeria. On dit que Nigeria, il y a tellement de pétrole en Nigeria, il y a un endroit qu'on appelle un endroit éponge. Là, il ne faut même pas fouiller pour trouver du pétrole. Il ne faut pas creuser pour trouver du pétrole. C'est juste comme ça. C'est une rivière, il faut passer et le récipient pour prendre du pétrole. Mais le problème, c'est que ces zones-là sont dominées par pas mal de problèmes, terroristes, etc., des gangs armés. Ce n'est pas organisé. C'est pas organisé. Et on sait, quand on a des matières premières comme ça, on sait que les puissants vont chercher toujours à investir dans des groupuscules pour pouvoir s'aimer la zizanie et exploiter moins cher. Là, on ne va pas rentrer d'emblée là-dedans. Si vous voulez, je peux vous envoyer quelques liens pour regarder des vidéos. Il y a un professeur d'une école de commerce en France qui a fait plusieurs voyages en Nigeria, qui a tourné pas mal de vidéos pour montrer la réalité. Et puis, il était critique aussi envers des grandes puissances, hein, des grandes puissances, des grandes entreprises, mais des entreprises qui sont spécialisées dans le pétrole hein, aussi, qui passent par ces filières parallèles pour pouvoir exploiter le pétrole moins cher. Et si ce pétrole-là était contrôlé, exploité au Nigeria par l'État, et l'État, un État honnête, hein, bien sûr, ça allait être l'un des pays les plus riches du monde, ça aussi. Après, il y a Niger aussi, c'est extraordinaire en termes de richesse pétrolifère. Hein. Si, on sait que des minerais rares se trouvent en Niger. Il y a le Mali. Le Mali, vous connaissez peut-être quand vous regardez Mali, ils vont vous parler beaucoup plus terrorisme. Non, il n'y a pas que ça au Mali. Mali, il ne faut pas oublier, Mali a donné la personne la plus riche du monde jusqu'à présent. On ne trouve pas d'autres personnes qui arrivent à ces chevilles. Même Elon Musk, qu'on présente comme le gars le plus riche de la planète pour l'instant, n'arrive pas à la cheville de Mensa Moussa. Oui, c'était le roi le plus riche du monde et l'homme le plus riche de tous les temps. C'est ça, c'est le Mali qui avait donné ça. Et Mali, dans ce gros bloc-là, et Sénégal aussi, qui a beaucoup investi dans les ressources humaines. Et il y a une nouvelle génération qui arrive au pouvoir, qui est formée, éduquée, qui veut tout changer aussi, vers le progrès. Euh, et Côte d'Ivoire, Ghana, c'est deux pays les plus riches en cacao. On voit le cacao qu'on consomme à travers le monde, ça vient du Côte d'Ivoire et du Ghana. Et il y a une compétition entre Côte d'Ivoire et Ghana. Parfois, c'est Ghana qui classe en première position. Et puis, l'année suivante, c'est Côte d'Ivoire qui classe en première position. Voilà, ça c'est mis à part du Sierra Leone et Libéria, qui sont des pays plus ou moins qui demandent à réfléchir. Et
les autres sont des pays à suivre. Par exemple, le Bénin, en 2015, avant Patrice Talon arrive au pouvoir, c'était l'un des pays les plus corrompus du monde. Maintenant, ça, c'est tellement bien classé. Le Bénin, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il a fait la chasse aux corrompus et la chasse aux vols aussi, pas mal de vols sur Internet, etc. Lui, il a tout repensé. Je pense que c'est un exemple à suivre. Quand on voit les gens discutent, parlent d'exemples de pays, ils parlent toujours, ouais, on peut prendre l'exemple de Rwanda. Non, Rwanda, arrêtez avec cette histoire de Rwanda. Prenons l'exemple de Bénin. Du Bénin, ça c'est un exemple, c'est une réussite. Le Bénin. Là, on a Togo aussi, pas mal d'investissements avec le changement de gouvernement. Togo commence à se réstabiliser, mais Togo, c'est un pays très riche en ressources sous-sol, très riche, à tel point, même un ministre français a été, a été licencié à cause d'un président togolais qui avait dit il faut changer ce ministre pour moi. Bon, là, il y a d'autres détails, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous mentionner ces informations. On va terminer parce que j'ai reçu deux messages de la part d'Emilie qui m'avait dit est-ce que j'ai déjà terminé? J'ai dit non, je vais terminer à 30. Bon, je ne vais pas arriver à 30, mais il faut qu'on termine. Voilà, un groupe, on a ACP, oui, c'est ça qui concerne, hein, c'est un gros bloc. Il y a toute l'Union européenne, tous les pays de l'Afrique subsaharienne et aussi les pays CARICOM qui font partie de ce gros bloc-là, et sans oublier une partie des pays du Pacifique. Les pays du Pacifique, on va voir les groupes d'îles du Pacifique, les îles françaises hein, du Pacifique qui font partie de ce gros bloc. Et ce gros bloc-là permet à l'Union européenne de faire du business avec tous ces pays-là. Mais qui gagne, au final, c'est toujours l'Union européenne. Parce que ces pays-là n'avaient pas de ressources pour faire face à la concurrence européenne. Bah, vous vous rappelez l'histoire du banane Haïti vers l'Allemagne? C'était grâce à ce partenariat. Ce n'était pas un J'entends pas partenariat le son. qu'un homme l'avait fait. C'était Monsieur grâce au Wilson, il n'y partenariat. a pas de son. Alors, vous ne m'avez pas entendu? Qui n'a pas de son? Bon, c'est pas moi. Essayez de voir de votre côté. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors, j'espère que. Attendez. Allô, vous m'entendez? Allô? Mais bon. Bah, tout est bon pour moi. Mais bon. Bon, j'espère que ça passe bien. Ça passe. Oui, oui. C'était grâce au partenariat grâce à ACP, c'était grâce à ACP qui fait ces pays-là à faire du business avec l'Union européenne. Alors, et puis bon, ça, ce sont les pays qui sont concernés par cet accord du partenariat. Ce sont ces pays qui sont concernés par cet accord du partenariat. Alors, parmi ces pays-là, on voit les pays du Pacifique, tout ça, Fidji, Cook, Palau, Salomon, les îles Salomon, Timor, etc., Tonga, et puis les pays du CARICOM et autres pays, ceux qui font partie de cet accord-là, sans oublier les pays de l'Afrique, hein, tous ces pays de l'Afrique qui font partie de cet accord de partenariat. C'est un grand accord. L'ACP, c'est un grand accord qui facilite les échanges. D'accord? C'est un grand accord qui facilite les échanges. OK? Voilà. Après cet accord, hein, bon, ce qui est important pour vous, parce que là, on a seulement des gens des Caraïbes et de l'Afrique qui sont connectés, de l'Afrique subsaharienne. Alors, si vous êtes dans ce pays-là, vous voulez faire du business avec l'Europe, c'est facile. Il faut demander aux représentants du commerce de votre pays de vous donner les contacts du représentant ou bien de la personne qui est responsable de l'accord ACP pour votre pays. C'est à partir de cet accord-là que vous pouvez pénétrer les pays de l'Union européenne. L'accord ACP. D'accord? Accord ACP. Voilà. On a Zléa, mais bien dommage, ça n'a pas terminé. C'est un gros bloc hein, qui devrait avoir, ça devrait être le plus grand marché
plus grand marché mondial. Mais bon, les États-Unis, Barack Obama a laissé l'affaire en 2009. C'est les négociations. Ce grand bloc devrait regrouper l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les Antilles. Mais bon, dans ce bloc-là, il y a des pays qui restent encore. Il y a le Mexique et puis tous ces pays-là, Haïti, République dominicaine, Antigua, Barbade, etc. Et puis tous les pays de l'Amérique du Sud font partie de ce grand bloc, hein, sauf Venezuela qui reste, qui a un statut plutôt à part, hein. Et c'est par l'intermédiaire de ce bloc-là qui fait qu'on avait parlé de Petro-Caribé, le Petro-Caribé, c'est grâce à ce grand accord fait que, qu'on avait Petro-Caribé. Mais c'est intéressant de voir ce grand bloc qui existe encore, qui facilite l'échange entre les pays de l'Amérique. Ça, c'est l'ensemble, hein, des pays, hein, qui faisaient partie. Bon, là, on a toujours États-Unis qui restent, qui suivent toujours l'affaire, qui ne veulent pas rentrer pour signer. Et les États-Unis suivent toujours l'affaire. Mais bon, c'est juste pour vous rappeler tous ces pays-là qui font partie de ce grand bloc ZLEA, Zone Libre-Échange des Amériques. Mercosur, qu'on a parlé tout à l'heure, Mercosur, il y a Venezuela qui reste toujours un peu à l'écart et Bolivie. Bon, ce sont les pays les plus pauvres de l'Amérique du Sud. Mais après, on a les riches comme Paraguay, l'Uruguay, Brésil, Argentine. Bon, pour l'Uruguay, c'est normal parce que l'Uruguay, c'était une ancienne colonie du Brésil. Parce que l'Uruguay faisait partie, bon, on a dit ça a été colonisé par le Brésil, mais l'Uruguay, c'est plutôt une province, c'était une province du Brésil qui a pris son indépendance, pas trop longtemps d'ailleurs, qui a pris son indépendance du Brésil. L'Uruguay, c'est comme l'Irlande. L'Irlande, c'était une colonie, l'Irlande du Sud, c'était une colonie de la Grande-Bretagne ou bien de l'Angleterre qui a pris son indépendance en 1921, par exemple. Voilà, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier ces choses-là. L'Uruguay, le Brésil, c'est à peu près c'est le même peuple, les Uruguayens et les Brésiliens, mais c'est un département ou une région qui a pris son indépendance par rapport au Brésil, aux Brésiliens. Voilà, ça c'est tous ces pays-là qui font partie du Mercosur et pour l'instant, là, il y a pas mal de discussions entre l'Union européenne et le Brésil pour voir sur un accord. L'accord est déjà signé, mais il y a des principes qui ne sont pas encore signés, qui sont toujours en négociation. Voilà, mais ça, je crois, j'ai travaillé sur cet accord quand j'étais étudiant en master. J'ai travaillé sur cet accord. Il y avait pas mal de manifestations contre cet accord et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Je parle de 2010-2011 qu'on parle de cet accord-là, qu'on travaille sur cet accord. Et c'est en 2024 que l'accord est signé. Mais quand on voit dans des pays des accords qui sont signés sur une feuille de papier, une feuille ou bien parfois sur 4 feuilles de papier, l'accord est signé pendant une semaine et tout est bouclé et tout le monde est content. Mais non, l'accord, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça s'étale dans le temps. Ça s'étale dans le temps. OK, maintenant parlons de BRICS. BRICS, hein, qui a été formé par 5 pays. Bon, c'était 4 pays, après on a ajouté l'Afrique du Sud, bon, enfin, 5 pays. Voilà, c'était 5 pays et c'est là aussi qui était à la base de la formation, de la création de ce bloc. C'est un bloc économique. En quelque sorte, c'était une sorte de think tank, hein, des amis qui se rencontrent pour discuter. Alors, pourquoi ils ont créé BRICS, hein? Ce sont des pays, vous savez que l'Inde a été exploitée par l'Angleterre et la Chine, pareil, hein, la Chine qui a été exploitée, pillée par l'Angleterre aussi. Et puis l'Afrique du Sud, on sait très bien tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on ne va pas refaire l'histoire. Le Brésil et là aussi. Et là aussi, le Brésil, la Chine, l'Inde, ces 4 pays ont constaté que quand ils veulent emprunter de l'argent, le taux que FMI les impose, ça dépasse le taux naturel pour les autres pays de l'Occident. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, ils ont constaté tous les dirigeants
Et FMI sont des dirigeants qui viennent de l'Union européenne. Voilà. C'est le deuxième constat. Et troisième constat, ils demandaient au moins dans l'OCDE d'avoir une plus grande place. On ne les a pas donnés. Du coup, ils disent on va se mettre ensemble. On a des ressources, on a des potentialités. On va se mettre ensemble pour pouvoir commercer entre nous. Voilà, c'est comme ça, en 2009, ils ont créé le BRICS. Le BRICS, c'était juste une plateforme, des gens se rencontrent pour discuter. Ce n'est pas encore formalisé, ce n'était pas encore formalisé. Et puis, 2010, arrivé Afrique du Sud et pour former ce grand conglomérat d'échanges et faciliter des échanges. Les gens se rencontrent et chaque année, ils se rencontrent, ils discutent, ils mangent bien, ils boivent bien, ils blaguent bien aussi. Hein, ça passait très bien. Mais c'est à partir de la guerre en Ukraine en 2022, avec des tonnes de sanctions qu'ils ont fait jeter sur la Russie, et là, et Poutine a réfléchi d'une autre manière. Et d'ailleurs, c'est Poutine qui a commencé avec le BRICS. Hein. Euh, Poutine cherche à structurer l'affaire et cette année, à Kazan, ils avaient organisé le BRICS et puis ils ont été rejoints par euh, 4 autres pays, plus un autre pays observateur, et l'Éthiopie. Parmi les pays, il y a l'Éthiopie, l'Égypte, hein, qui font partie de ce nouveau bloc, l'Iran qui fait partie également. Il y a l'Arabie Saoudite qui reste encore observateur. Émirats Arabes Unis fait partie. Alors là encore, avec l'arrivée de ces pays-là qui sont puissants, ils ont restructuré l'affaire. Ce n'est plus un club de copains, c'est vraiment un nouveau bloc qui va concurrencer les autres blocs qui existent déjà. Concurrencer sur le plan politique, déjà, une alternative à l'ONU, que l'ONU maintenant, c'est la CEPIR de pas mal d'États, une alternative à l'ONU, une alternative à l'OMC, une alternative au Fonds monétaire international parce qu'ils ont déjà leurs banques là qui sont là pour financer le développement. Et cette banque est gérée maintenant, la responsable, c'est Dilma Rousseff, hein, l'ancienne présidente hein, du Brésil, qui a été déchue de ses fonctions contre Bolsonaro. C'est Dilma Rousseff qui est directrice hein, de cette banque-là. Et en même temps, ils ont déjà une nouvelle monnaie pour faire face au dollar. Donc, cette nouvelle monnaie va remplacer le dollar, mais ce n'est pas maintenant, ils disent, hein, selon les prévisions qu'ils font, c'est dans 30 ans. 30 ans. Parce que ce monnaie-là est déjà en période de test au Thaïlande et en Émirats Arabes Unis. Voilà. En phase de test. Ils veulent remplacer les dollars, mais petit à petit, ils vont chercher à grignoter un petit peu. Parce qu'avec avec les tonnes de sanctions qu'ils ont imposées sur la Russie, déjà avec le SWIFT, c'est le système qui facilite les échanges entre les pays, qui facilite le paiement. Et puis, ils avaient bloqué la Russie par rapport à ça. Et puis, bon, pas de problème. Maintenant, ils ont un système alternatif au Suisse. Ils ont leur propre SWIFT. Bon, ça ne s'appelle pas SWIFT, ça s'appelle dans leur nom. C'est l'ensemble des États membres. Et autre chose, ils disent dans le BRICS Plus, ils ne vont pas intégrer les autres pays qui veulent s'adhérer. Donc, bon, l'Argentine a laissé l'affaire. Il y a le Chili, Pérou, il y a Venezuela, presque tous les pays de l'Amérique du Sud. Il y a l'Indonésie, Malaisie, Singapour, presque tous les pays de l'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN, qui veulent s'adhérer. La Turquie voulait, mais bon, la Turquie joue un double jeu. Bon, voilà, c'est à revoir. À tous ces pays-là, ils vont s'adhérer. C'est une nouvelle force qui va affaiblir vraiment le dollar américain, la puissance américaine en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre à l'avenir. Hein, peut-être dans 20, dans 10 ans, ça va commencer à changer. Et puis dans 20 ans, et puis on va voir ça. On va voir ça. Et tous les BRICS réunis, ils représentent déjà 37% des richesses produites dans le monde, sans ajouter l'Arabie saoudite. Et après, il y a tous les autres pays qui vont venir, Malaisie, l'Indonésie, il y a Nigeria aussi. Tous ces pays-là, encore, ça va être encore énorme. Sans oublier les plus de 34 États africains qui veulent s'adhérer aussi. Et c'est un système qui se base sur l'égalité. Ils disent que tous les membres, chaque membre doit avoir une seule voix.
c'est la voix de la majorité qui compte. C'est pas comme l'histoire des Nations Unies, les membres ont des voix, mais par contre, c'est 5 États qui ont la main sur la gâchette. C'est 5 États, les États qui ont les droits de veto. Cette histoire des droits de veto, on dit ça, c'est une hypocrisie. Eux, dans leur nouvelle formule sur le plan politique, c'est chaque État aura son mot à dire. Donc, chaque État aura une voix. Bon, voilà. Bon, ça, on va en revenir peut-être à la fin, on va parler, mais c'est juste pour vous dire que ce bloc-là, en termes d'influence sur le monde, ça va être énorme. Il faut tenir compte de ça. Pour terminer, on a CEMAC, les pays de l'Afrique centrale. Aussi, l'Afrique centrale, parfois on dit c'est vrai, c'est ça le Sahel, hein, centralement, c'est pas que ça, c'est pas seulement Sahel. Et l'Afrique centrale, on sait que ressources, c'est le deuxième poumon du monde, se trouve dans l'Afrique centrale. On a le Congo, Gabon, Cameroun, et forêts, des grands forêts, c'est des arbres de santé qui ont plus de 200, 300 ans se trouvent dans ces forêts-là qui sont exploités par les riches, hein, et puis des dirigeants qui ne s'occupent pas vraiment du bien-être de leur population. Mais ça, c'est important de vous rappeler ça. L'Afrique centrale, c'est une région très riche, c'est un bassin hein, très riche et il y a le fleuve du Congo qui facilite les échanges commerciaux qu'on avait déjà parlé dans les séances précédentes. Mais c'est important de vous rappeler que ça, c'est un gros bloc aussi. Euh, le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à la mer. Sinon, on dit c'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale. D'accord? Voilà. Il y a un autre bloc, le bloc de l'Afrique australe. Hein. L'Afrique australe, ce bloc, c'est le sud africain. Ce sont des pays, bon, la majorité de ces pays-là sont riches, hein, sont riches parce que bon, l'Afrique du Sud est développée et aussi la majorité de ces pays ont été colonisés par l'Allemagne. Et la relation que l'Allemagne entretient avec ces pays-là, c'est ce n'est pas une relation de dominateur comme ça se fait entre dominé et dominateur. Non, ça c'est pas comme ça. C'est une relation basée sur vraiment l'échange, sur le transfert des technologies. C'est pour cela que ces pays sont développés. Sont développés, bon, pas développés au sens industriel du terme, mais au moins ces pays-là arrivent à vivre, les gens arrivent à vivre, à s'habiller sans problème. Ça, c'est important. Il y a le plus grand bloc pour l'instant, comme on n'a pas ZLEA, n'a pas été formé, il y a le RCEP. Le RCEP, c'est sur l'influence de la Chine, hein, ce grand bloc-là, c'est un grand bloc qui facilite l'échange hein, avec ses voisins, ou la Chine avec ses voisins. Ça, c'est un autre bloc à suivre, hein, très intéressant pour faire du business. Bon, on sait que si on envoie quelqu'un qui va être ambassadeur dans l'un de ces pays, et cette personne-là pourrait participer dans les échanges avec n'importe quel pays, soit Thaïlande, Cambodge, Malaisie, etc., etc. Voilà, ce qu'on constate, on constate dans un même continent, il peut y avoir plusieurs blocs, comme ça a été en Afrique et ça, c'est aussi en Asie. Là, on a Ligue arabe, hein, c'est 22 États membres, c'est différent c'est différent de MENA parce qu'on met tous les pays arabes, par exemple Soudan qui fait partie, qui est différent du Soudan du Sud. On a le Soudan du Sud, Soudan qui fait partie de Ligue arabe. Et là, on enlève aussi un pays comme l'Israël, du Moyen-Orient, qui ne fait pas partie des pays arabes. Voilà, ça c'est Ligue arabe aussi, c'est toujours la même chose. La culture, la culture, la langue parlée, c'est arabe, et là, la culture qui est à dominance est basée sur la religion musulmane aussi, ça, il faut respecter ça aussi. Est-ce que non, ce n'est pas tous ces pays-là ont été colonisés par pendant la conquête des Islam. L'islam s'est imposé dans tous ces pays-là, tous ces pays.
Oui, la conquête de l'islam au début, entre début du XVIIe siècle et jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Voilà. Pendant la conquête de l'islam, tous ces pays-là avaient souffert de la présence de l'islam.